Salut à tous, c'est le 5e Open de Saint-François, région Guadeloupe, et comme chaque année, les caméras de Golf Plus sont présentes ici à la pointe est de la Guadeloupe pour ce tournoi disputé sur 3 tours et auquel nous allons consacrer 1 heure. C'est la 9e manche d'une saison d'Alps Tour extrêmement disputée, 8 épreuves, 8 vainqueurs différents. On va commencer par jeter un coup d'œil au parcours. À l'issue des parties de reconnaissance, les joueurs sont unanimes sur le fait qu'il est cette année particulièrement bien préparé. Un parcours qui n'est pas très long, à peine 6000 mètres, mais sa principale difficulté, c'est cette herbe particulière et qui nécessite véritablement de bien s'y acclimater. C'est le mercredi, le jour traditionnellement consacré à ce particularisme du golf qu'on appelle Pro-Am. Et ce Pro-Am, il nous donne l'occasion d'aller à la rencontre d'un homme fondu dans la masse, anonyme, presque caché. Vous avez sous les yeux un homme de 42 ans, dont le CV sportif comporte un titre de champion d'Europe, un titre de champion du monde et un titre de champion olympique. Le golf de Saint-François accueille encore une fois cette année un parrain de poids, Olivier Giraud, 42 ans, ancien capitaine de l'équipe de France de handball. C'est le parrain de la 5e édition de cet Open de Saint-François, région Guadeloupe. Un parrain impliqué, un parrain qui promet d'ores et déjà, avant même le début du tournoi, d'être actif. Je serai sur le golf tous les jours, je vais suivre les pros parce que ici c'est vraiment l'antichambre des meilleurs joueurs. C'est la 3e division et pour moi franchement c'est la plus dure pour tous ces jeunes golfeurs et les champions de demain ils sont ici et on le voit en métropole, il y a de plus en plus de joueurs qui cochent cette date de la Guadeloupe, donc ça prouve que c'est un tournoi maintenant reconnu et de qualité, donc je vais suivre le tournoi pendant ces 3 jours. Mais alors derrière cette hyper présence, il y a la passion d'un sport découvert il y a seulement 3 ans, un sport exclusif, irritant et passionnant à la fois, mais en tout premier lieu un sport chronophage. Je dirais que je joue à peu près presque 200 jours par an. Sur le temps que lui laisse donc le golf, Olivier Giraud continue de jeter un coup d'œil sur le handball par le biais de diverses collaborations de consultants, mais sa préoccupation, elle est de plus en plus tournée vers ce qui constitue aujourd'hui sa première et dévorante passion, car s'il s'investit ici comme parrain de la manifestation, son ambition dans les faits va plus loin que cela. On est les meilleurs ambassadeurs peut-être pour dire aux jeunes que c'est un sport, parce qu'un sportif qui dit que le sport, le golf est compliqué, que le golf est mental, qu'il épuise, que c'est une vraie source qu'il faut aller chercher le mental au plus profond pour réussir un coup et que avec un seul coup, des fois, on est satisfait alors qu'on en a raté 150. Voilà, c'est essayer d'initier, d'emmener les jeunes vers ça, mais je pense qu'on l'est tous ambassadeurs et qu'il faut qu'on le soit tous. Nous étions donc mercredi, le jour du Pro-Am. Olivier Giraud était arrivé la veille. Les yeux étaient grands ouverts sur ce parcours, le seul de toute la Guadeloupe, cette île sur laquelle il est né. Il avait aussi les yeux grands ouverts sur un tournoi auquel, avant même qu'il débute, l'ancien capitaine multititré de l'équipe de France de handball prévoyait un grand avenir. Quand je vois le parcours, je suis venu ici il y a 3 ans. L'amélioration du parcours, pourquoi pas un parcours comme celui-là qui devienne un parcours du Challenge Tour, voire de l'European Tour. Le Pro-Am, c'est une spécificité du golf, une sorte d'apéritif qui n'existe que dans ce sport et qui permet aux amateurs de côtoyer pendant 18 trous ceux auxquels ils ne ressembleront jamais. Durant ce Pro-Am, nos caméras ont suivi 7 équipes qui à elles seules racontent une histoire, celle du partage d'une passion, celle du partage d'une région. Serge Cordon, patron d'une entreprise d'électronique qu'il a lui-même créée à Dinan et avec laquelle il sponsorise celui qu'il a accompagné toute la journée sur les fairways de Saint-François, Damien Perrier, jeune professionnel français, breton lui aussi. Alors nous voulions, en les suivant, montrer la complicité qui les réunit et sans le savoir, nous avons en fait suivi l'équipe qui, le soir même, lors de la remise des prix, était déclarée vainqueur du 5e Pro-Am d'ouverture de l'Open de Saint-François, région Guadeloupe. On passe tout de suite au premier tour et surtout à cette révélation. Très en haut du leaderboard apparaît ce jeudi soir un jeune garçon que l'on ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Il s'appelle Martin Farfal. Il nous dit être, je cite, un petit peu originaire de Guadeloupe, à nous de comprendre.
avant de nous déclarer quelques secondes plus tard, ce qui nous permet de ne plus rien comprendre du tout, qu'il est originaire de Villeneuve-sur-Lot, qui, comme chacun sait, se trouve à 6427 km de la Guadeloupe. Bref, le gars est originaire de quelque part entre Toulouse et Pointe-à-Pitre. Mais là n'est pas l'essentiel, car pour finir de se présenter, il fait apparaître dans la conversation des noms que pour le coup on connaît bien. Je m'entraîne à Hossegor avec Patrick Talon. Je remercie, on fait un très bon travail. Voilà, l'équipe d'Hossegor, tout, voilà. Internet lui attribue 22 ans, mais il n'en a que 19, décidément. Mais à 19 ans, il n'est néanmoins pas plus impressionné, pour le deuxième tournoi professionnel de sa vie, de se retrouver en position aussi flatteuse. J'ai pris ce qu'il y avait à prendre aujourd'hui. Demain, je prendrai ce qu'il y a à prendre. C'est du golf, je donnerai le meilleur de moi-même et on verra. On vous a vu là, donner un coup de fil à votre papa. Oui. Qu'est-ce que vous lui avez dit et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit directement quand je l'ai appelé, félicitations parce qu'il a regardé le live scoring. Voilà, c'est que du bonheur. Voilà, alors au terme de cette première journée, c'est donc un Écossais, Scott Stewart Cashion, qui occupe la tête. Et derrière, juste derrière, un groupe de 3 hommes, parmi lesquels le jeune amateur Martin Farfal. Et puis de nombreux autres joueurs français sont bien placés, on va le voir dans le tableau. En vrac, on cite David Bobrovski, Jean-François Luquin, Léo Lespinasse, Nicolas Périchou ou encore Dominique Noyac que l'on voit ici à l'écran, d'autres encore. Alors demain soir on y verra certainement plus clair, mais tout de suite on va jeter un coup d'œil au tableau du classement de ce premier tour avec, vous voyez, c'est assez rare sur l'Alps Tour, 2 Écossais aux 2 premières places et un Anglais à la 3e. Le Royaume-Uni en force dans ce premier tour. Alors nous vous l'avons dit au début de ce reportage, eh bien cet Open de Saint-François région Guadeloupe se déroule sur 3 tours. Les joueurs n'évoluent donc pas ce vendredi dans l'ordre du classement, ils sont encore divisés en 2 groupes bien distincts que nous allons donc suivre de manière chronologique en commençant par les parties du matin et en commençant donc par ce tout jeune garçon dont nous vous parlions lors du premier tour, Martin Farfal. Il est au départ du trou numéro 1. Et il va essayer de prendre en 2 le green de ce par 5. C'est un excellent coup, alors malheureusement la balle, vous voyez, ne s'arrête pas. Il a quand même un putt de 3 mètres, mais un putt pour l'Eagle. Très beau début de partie qui s'annonce pour le jeune garçon de Guadeloupe ou de Villeneuve-sur-Lot. On ne sait plus très bien, toujours est-il que c'est un birdie donné pour le jeune Martin Farfal et c'est une bonne méthode pour débuter sa journée. Le voilà donc à -4 à égalité avec l'homme de tête. Léo Lespinasse, il est au 17 parce que lui est parti donc du trou numéro 10. C'est le 8e trou qu'il joue. Il est déjà -1 pour la journée, Léo Lespinasse. Ce jeune garçon que l'on connaît bien, qui est très jeune, il est âgé de 20 ans. On l'avait vu déjà finir à la 2e place en Tunisie il y a quelques semaines. Et voilà, ce sera un birdie donc pour Léo Lespinasse sur un autre par 5, donc celui du trou numéro 17. Il est à -3 et il est donc à un coup de la tête. Belle allée pour Romain Schneider, -3 après les 9 premiers trous malgré un +7 hier. Eh bien, le cut est désormais tout à fait envisageable pour le joueur de la boule. On retrouve le petit Martin Farfal pour son 2e coup sur le par 4 du trou numéro 7. C'est un trou très court. Statistiquement, le trou numéro 7 est le trou le plus facile du parcours. Mais il faut appeler un chat un chat. C'est une mauvaise approche que vient de faire Farfal. Et il se laisse un très long putt pour le birdie. Attention à ce genre de petits putts de retour. Parce que quand ce sont des putts pour le par, il y a pas mal d'adrénaline. Et vous voyez d'ailleurs, elle est partie directement à droite. Elle n'a jamais vu le trou, celle-là. Et voilà donc un bogey pour Farfal après son birdie du 1 tout à l'heure. Et bien le voilà qui retrouve son score de début de journée, -3. L'Italien Maestroni, pardonnez-moi. Il est -2 au total. Il est dans la moitié retour du parcours, lui aussi. Il est sur le 11 et il est dans le par pour la journée. Excellent coup de fer sur ce trou numéro 11, qui est un par 3 très court, mais psychologiquement intéressant avec beaucoup d'eau. C'est un putt pour birdie et qui va permettre à Maestroni, donc
lui aussi de passer à -3 et de rejoindre donc le petit Martin Farfal. Romain Schneider à nouveau, -3 à l'aller, à nouveau -3 au retour, et ce sera la meilleure carte de toute la semaine. 13 coups de moins que la veille pour Romain Schneider. Hier, j'ai eu un petit coup de moins bien, je me sentais pas très bien sur le parcours au passage de l'allée. Ça allait un peu mieux au retour et puis on a fini dans des conditions assez dures, ce qui m'a coûté un petit accident sur le 17. Donc la carte était très lourde, c'est vrai, mais bon, le jeu était en place, donc je savais qu'il y avait moyen de faire une bonne journée aujourd'hui. Martin Farfal sur ce par 3 d'eau du trou numéro 11, 155 mètres. Les joueurs utilisent dans l'ensemble un fer 7 pour jouer ce trou. Les gros frappeurs peuvent utiliser un fer 8. C'est un excellent coup de la part de Farfal. Et ce sera une occasion pour revenir à -4. Peut-être pour birdie. Et voilà, il l'a saisi cette occasion. Très impressionnant quand même mentalement ce petit gars qui a un palmarès amateur qui est vraiment en construction. Hein. Il n'a pas gagné grand-chose pour l'instant. C'est le dernier trou maintenant pour Léo Lespinasse. Il est toujours -2 pour la journée. Simplement, vous avez vu que c'est son 3e coup. Il avait égaré son drive et donc il va lui falloir sauver son par. Ah, il a tout de suite vu. Il a retenu. Il l'a papeté celui-là. Il l'a papeté. Et ça va lui valoir de terminer pour un bogey. Mais au bout du compte, c'est quand même une bonne journée hein, pour Léo Lespinasse. Et il en convient d'ailleurs. C'est la frustration du bogey du dernier trou. En prenant 17 greens aujourd'hui, en étant très près des drapeaux, j'aurais pu mettre beaucoup plus de birdies. J'ai concrétisé aucun putt et du coup le bogey du 18 en loupant un tout petit putt me reste un peu en travers de la gorge effectivement. Mais quand même satisfait de faire -1. Farfal sur le 15, sur ce par 4, il a mis un excellent drive. Il lui reste, vous voyez, une toute petite approche à jouer qui est très moyennement jouée. Très mauvaise approche, hein, pardonnez-moi le mot. Il se laisse un très long putt pour birdie sur un green qui, plus est, vous voyez, est un green bombé. Donc un putt très difficile. D'ailleurs, regardez, vous avez vu la balle a sauté. Elle a perdu beaucoup de vitesse. Il va être court et il va se laisser pas loin de 2 mètres, hein, 1,80 m pour sauver son par. Et sur ce genre de putt, depuis le début du tournoi, on l'a vu souvent assez mal à l'aise, Martin Farfal. Et là encore, elle va passer en dessous. Il l'a poussé en dessous du trou. Ce sera un bogey pour Farfal, qui, comme beaucoup d'autres joueurs, a du mal avec ses greens. Le voilà donc à -3. -3 après 15 trous. Il en reste 3 à jouer. Et on retrouve l'Italien Maestroni sur le trou numéro 16. Alors c'est un par 3 en montée, c'est le plus long par 3 du parcours et des joueurs qui ne sont pas des gros frappeurs comme Maestroni, eh bien, le jouent avec un fer 4 dans les mains. Vous voyez, avec un fer 4, eh bien, c'est difficile d'arrêter la balle. Donc il a choisi de prendre le putter à l'extérieur du green. C'est un par 3 difficile hein, sur lequel il y a eu pas mal de... Puis c'est un très très mauvais putt. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a vu tout au long du week-end, des putts qui restaient courts. Et ça souligne encore une fois la difficulté qu'ont eu ces joueurs à s'acclimater. Ce sera un bogey pour Maestroni, à s'acclimater à des greens avec une herbe un petit peu différente de celle qu'ils ont l'habitude de côtoyer sur les tournois de l'Alps Tour. Maestroni à -2. Et vous avez vu le vilain geste hein, de l'Italien Maestroni. On retrouve Martin Farfal au départ du par 5 du trou numéro 17, alors qui est pour le coup véritablement un trou à birdie, puisque les gros frappeurs et même les moyens frappeurs peuvent très facilement le toucher en deux. Farfal est un gros frappeur, simplement là, c'est le bunker qu'il a trouvé, donc ça complique énormément les choses pour aller chercher le green, évidemment. C'est même quasiment impossible d'aller le chercher. Il est resté en bas, il n'aura pas une approche très facile parce que vous voyez le drapeau a été placé exactement dans l'axe du bunker. Il avait encore un gros coup de wedge à jouer, Martin Farfal. Il a 2 putts pour sauver son par. Avec un premier putt en montée. Regardez comme il reste court.
C'est incroyable de voir des putts aussi aléatoires à ce niveau de jeu, même si lui, en l'occurrence, n'est pas professionnel mais amateur. Et voilà, encore une fois, un putt court, qu'on peut appeler un putt court, disons, qui met à côté du trou pour un nouveau bogey, qui le rejette cette fois-ci à -2. Et ce sera son score au terme de cette journée. On retrouve Maestroni à son tour sur le 17. Et lui, regardez, a mis son drive plein centre du fairway. Et donc, il est en position d'aller chercher le green. Et c'est fait. Ce sera un putt pour eagle. Pour Maestroni, qui sera le dernier joueur important, disons, de ce fly du matin. Putt pour eagle très très long. Ouais, il s'écarte une belle possibilité de birdie, quand même bien trop chargé, hein, ce putt de Maestroni. Et c'est magnifique en revanche, quel joli sauvetage. Voilà, on a vu tout ce qui s'était à peu près passé sur le fly du matin. Avant de retrouver les joueurs de l'après-midi, eh bien, on va faire rapidement un petit point sur le classement. Donc Scott Stewart Cashen joue dans le fly de l'après-midi, il n'est pas encore parti. Et on a vu les scores des autres qui eux ont déjà terminé. On est dans le fly de l'après-midi avec Jean-François Luquin. Il est parti du 1 et il est dans le par pour la journée. Jean-François Luquin qui à 36 ans est en train véritablement de retrouver une seconde jeunesse mentalement sur cet Alps Tour. Ce sera un birdie. Ce sera un birdie donc pour Luquin. Et ça le met à -2. Il est, vous voyez, regardez, il respire en ce moment la joie de vivre, ce qui n'a pas été son cas pendant longtemps. Dominique Noyac, deuxième coup sur le trou numéro 7. Alors vous voyez, Noyac, c'est pas un frappeur, hein. Le 7, il y en a qui se mettaient vraiment juste au pied du green. Lui, ce n'est pas le cas. Mais regardez, quand il a un wedge dans les mains, ce qu'il fait. Et ce sera un birdie. Noyac qui était parti du 10. C'était son 16e trou. Et le voilà donc à -1 pour la journée et -2 pour l'ensemble du tournoi. Une journée en dents de scie pour le leader, hein, Scott Stewart Cashen, un aller en -3, un retour en -2. Et cette carte de -1 qui lui permet tout de même de creuser un petit écart au soir de ce deuxième tour. Il sera leader avec 2 coups d'avance. C'est pour nous l'occasion de donner un petit coup de projecteur, hein, sur un joueur d'une très grande discrétion. Je m'appelle Scott Stewart Cashen, je représente la Pro Academy du golf de Kingsbarn. C'est un outil de travail fantastique pour moi, ça me permet de faire beaucoup progresser mon jeu. Et en plus, c'est un soutien financier important pour moi. Dominique Noyac, avec dans les mains un fer 3 sur ce par 3 du trou numéro 8, hein, parce que Dominique Noyac, on le répète, hein, on l'a dit il y a quelques secondes, mais ça n'est pas un gros frappeur, en revanche c'est un merveilleux joueur de fer. Et là, il n'a pas réussi à trouver le green. Il va falloir qu'il soigne son approche depuis le bunker pour tenter de sauver son par. Et donc de rester à -2. C'est court, elle s'arrête. Elle s'arrête, alors là c'est un très très long par, hein, pour un très long putt pardon, pour sauver son par pour Dominique Noyac. J'ai bien cru qu'il allait le faire. Ce sera malheureusement un bogey pour Dominique Noyac qui va redescendre, vous le voyez, à -1. Et on va retrouver, pour terminer cette journée, un autre Français, Jean-François Luquin. Il n'aura fait que des parts entre le 8 et le 18. Au bout du compte, eh bien, c'est une carte de -1 pour Jeff et une carte qui va lui permettre pour la première fois depuis bien longtemps, mais vraiment bien longtemps, pour la première fois de penser à la victoire. En tête donc, après 2 tours, Stewart Cashen, l'Écossais, Maestroni deuxième à 2 coups, et puis Farfal, Lespinasse et Luquin à 3 coups. Fait très chaud ce samedi, ça va être un dernier tour très chaud et c'est vrai qu'on s'apprête par ailleurs à vivre une très belle journée avec un leaderboard dans lequel une dizaine de joueurs est en position de jouer la gagne.
Et on entre tout de suite dans le vif du sujet. Sur le trou numéro 1, le par 5, deuxième coup de David Bobrovsky avec un drive qui a trouvé le centre du fairway et à tel point qu'il a un fer dans les mains. Alors c'est un long joueur, hein, David Bobrovsky. Je vous rappelle que c'est un garçon de 25 ans. Vous voyez, il trouve le green. Un garçon qui vit en région parisienne, dans les Yvelines. Et qui joue pas mal ces temps-ci. Il y a 3 semaines, il avait signé sa meilleure perf de la saison en terminant 5e en Tunisie. Avec lui dans la même partie, l'Italien Giorgio De Filippi. Deuxième coup lui aussi sur ce par 5. Ils ont le même âge, les deux joueurs, 25 ans. Mais pour De Filippi, c'est un excellent coup. Ça va être un putt pour Eagle, mais il faut bien avouer que depuis le début de la saison, ça n'est pas rose pour l'Italien, puisqu'il a passé un cut seulement en 4 tournois. Putt pour Eagle, pour David Bobrovsky. Il a un peu de route à faire, hein, jusqu'au trou. Mais c'est vachement bien putté. Et ce sera un birdie. Ce sera un birdie donné pour Bobrovsky. Bonne manière de démarrer cette journée. Le voilà à -2 et vous avez vu le score tout à l'heure. Eh bien, la tête est à -5, la deuxième place à -4, la troisième à -3. Donc tout est tout à fait jouable. Attention à ce putt pour Eagle pour De Filippi qui lui est dans le par total. Le voilà donc à -2 après cet Eagle. Giorgio De Filippi, ça démarre fort dans cette partie avec cet Italien De Filippi et ce jeune Français David Bobrovsky que l'on retrouve maintenant donc sur le par 3 du trou numéro 2. 155 mètres et un fer 8 dans les mains pour Bobrovsky. C'est un trou, le green est en contrebas, hein, du départ, donc c'est un trou sur lequel les joueurs ont tendance à sous-clubber par rapport au club qu'ils prendraient si le green et le départ étaient au même niveau. C'est un excellent coup en tout cas pour David Bobrovsky. Un putt pour birdie qui pourrait lui permettre de passer à -3 et de revenir donc juste derrière les leaders qui eux ne sont pas encore partis. Quel putt de la part de Bobrovsky. Le voilà à -3, c'est-à-dire à 2 coups de la tête, hein, de Stewart Cashen qui lui n'est pas encore parti. Léo Lespinasse dans l'avant-dernière partie. Deuxième coup à son tour sur le trou numéro 1. Ce par 5 sur lequel il y a eu beaucoup de birdies. Regardez, il avait mis son drive pleine piste. Je peux vous dire que Lespinasse, quand il drive, il fait pas semblant. C'est un très gros frappeur, hein, Léo Lespinasse. Mais regardez là, avec ce fer fermé qu'il a utilisé en deuxième coup, difficile d'arrêter la balle sur le green. Giorgio De Filippi un peu plus loin sur le parcours, sur le trou numéro 4. Et là, il a fait quelque chose d'assez spécial. Je vais prendre quelques secondes pour vous le raconter. Il a pris le driver pour attaquer, couper et prendre ce par 4 en 1. Il a presque réussi. Vous voyez, il a joué un tout petit chip et il s'est offert un birdie qui lui permet de passer à -3. C'est un des seuls joueurs qu'on a vu pendant le tournoi prendre le drive sur ce trou numéro 4. Troisième coup pour Léo Lespinasse qui a choisi le putter depuis l'extérieur du green pour essayer de se mettre en position de birdie. C'est pas excellent, hein. C'était en montée. Encore une fois, il reste court. Un putt pour passer à -3 quand même. Putt pour birdie. Voilà, c'est dans la caisse. Et Léo Lespinasse s'inscrit lui aussi dans la course à la victoire. On le retrouve maintenant sur le trou numéro 3. C'est un long par 4, un des par 4 les plus difficiles du parcours. Et regardez ce qu'il fait, c'est magnifique. Birdie sur le trou numéro 3. Là, je peux vous dire que pour le coup, on n'en a pas vu beaucoup durant la semaine. Et ça le remet maintenant à un coup de la tête, Léo Lespinasse. La tête qui est pour l'instant toujours occupée par l'Écossais Stewart Cashen. Andrea Maestroni, lui aussi, va aller chercher le green de ce trou numéro 1 en 2. Mais regardez la différence, c'est que lui, il a un petit bois dans les mains, Maestroni. Il est moins long que des frappeurs comme Bobrovsky ou comme Léo Lespinasse que l'on va voir. Mais regardez, c'est bien de toucher le green, mais après c'est très difficile d'arrêter sa balle, hein. C'est pas le premier qu'on voit dépasser et puis une balle qui file derrière et qu'on a du mal à arrêter. Lui aussi, comme Léo Lespinasse, a choisi à peu près du même endroit d'ailleurs le putter pour ce troisième coup qu'on pouvait
assimilé d'une certaine manière à un putt pour eagle. Et ce sera une franche opportunité de passer à -4 pour Andrea Maestroni. Voilà qui est fait. Et à ses côtés, l'Écossais. Pour l'instant, rien à signaler sur la carte de l'Écossais. On retrouve Leo Lespinasse en revanche. Une nouvelle opportunité de birdie sur le par 3 du trou numéro 5. Il va être court. Non, elle y va. Elle est allée véritablement mourir dans le trou, celle-là. On a bien cru qu'il allait rester court. Et bien le voilà qui rejoint la tête, Leo Lespinasse, qui rejoint Scott Stewart Cashion, Dominique Noyac sur le difficile par 5 du trou numéro 6. Alors, encore une fois, Noyac n'a pas pu, parce qu'il n'est pas suffisamment long, aller chercher le green en 2. Mais regardez ce qu'il fait avec un wedge dans les mains. Encore une fois, le birdie est donné. Et c'est l'assurance maintenant pour Dominique de passer à -2. Quelle régularité dans le jeu de fer et quelle précision pour Dominique Noyac. Il nous impressionne sur chacune des rencontres qu'on fait avec lui sur les tournois par la qualité de son petit jeu. Elle ne se dément jamais. On retrouve de Filippi, les nuages s'accumulent au-dessus de sa tête. En l'espace de 3 trous du 6 au 8, eh bien, il a perdu la bagatelle de 6 coups. Et il a perdu par là même toute chance, bien sûr, de bien figurer dans ce tournoi. On retrouve l'Italien Maestroni sur le trou numéro 6 au départ de ce par 5, qui est un par 5 tout en descente, mais le premier coup n'est pas le plus difficile, c'est le deuxième coup le plus difficile. Si on choisit d'attaquer le green, eh bien on a un green tout en longueur, très délicat parce qu'il y a un obstacle d'eau sur la droite. Et il faut vraiment soit être très très sûr de la qualité de son deuxième coup, soit... Alors lui, il a choisi de se placer, hein. Manifestement, Maestroni n'a pas cherché à aller prendre le green. Là, on ne le voit pas, mais sur la droite de l'écran, là, eh bien, il y a un obstacle d'eau terrible et qui, depuis le début du tournoi, a accueilli un nombre de balles considérable. Troisième coup pour Maestroni, qui a joué la sécurité, mais lui non plus, hein, ça n'est pas un gros frappeur. Et lui aussi, c'est un bon manieur de balle dès qu'il a dans les mains un club très ouvert, ce qui était le cas avec un wedge dans les mains. Et ce sera un putt pour birdie, pour Maestroni, qui partage donc sa partie, vous l'avez vu, avec le petit Martin Farfal, et puis avec Scott Stewart Cashion, le leader au terme des 2 premiers tours. C'est un birdie qui lui permet justement, Maestroni, de rejoindre son partenaire, l'Écossais Scott Stewart Cashion, pour lequel rien ne se passe pour l'instant. Loin devant, un jeune amateur français, Julien Depoyen, originaire de Guadeloupe mais qui fait ses études aux États-Unis. Eh bien, il est en passe de signer une très belle carte. Après 16 trous, il est -3 pour la journée, -2 au total. Maestroni sur le trou numéro 7, ce par 4 qui est court, hein. C'est le par 4 qui statistiquement est le plus facile, avec un fairway assez dégagé, vous voyez, et puis un green qui est juste là sur la gauche. Les gros frappeurs venaient se mettre presque en bas du green. Deuxième coup pour l'Italien. Cet Italien, hein, qui est un vétéran, il a 38 ans, il a joué sur le circuit européen. Rendez-vous compte qu'il n'a plus gagné sur l'Alps Tour depuis 2004, depuis 11 ans. Et là, c'est un peu pour passer seul en tête à -6 pour Maestroni. Le Lombard. Il vit dans une ville qui s'appelle Volciana et qui se trouve dans la région de Lombardie. Le voilà donc leader à -6. Et un coup derrière, mais un tout petit peu plus loin sur le parcours, Leo Lespinasse. Trou numéro 9, difficile par 4, c'est un deuxième coup. Attention, il y a de l'eau à gauche du green. C'est juste parfait de la part de Lespinasse. Ce sera un putt pour birdie et pour rejoindre donc Maestroni à la première place à -6.
Toujours cette posture un petit peu particulière de Léo Lespinasse sur le putting avec les deux pieds qui ne sont pas dans le même axe à chaque fois. Le voilà, en tout cas ça marche, hein, puisqu'il est ex aequo maintenant en tête. Et de plus en plus on retrouve Bobrovsky en jouant plus 5 en 7 trous entre le 5 et le 11. Eh bien Bobrovsky lui aussi a perdu définitivement toute chance de bien figurer dans le tournoi. Un petit peu comme Giorgio De Filippi qu'on a vu tout à l'heure. Des gros passages à vide qui se payent cher. Maestroni, au départ du 9. Ah, il a lâché. Il a lâché, mais attention, parce que Maestroni, il est très, très sanguin, très italien. Il a tendance à exagérer les choses. Bon, il sera dans le bunker. Alors effectivement, c'est un trou difficile le 9, donc c'est pas une position très avantageuse. Alors que sur le trou suivant, qui est un par 4 très court, eh bien vous voyez, Léo Lespinasse a presque pris le green. C'est une très sérieuse opportunité de birdie pour Léo Lespinasse qui, vous l'avez vu, partage la partie de Jean-François Luquin. On parlera de Luquin tout à l'heure. Deuxième coup depuis le bunker. Vous voyez, l'eau dont on vous parlait au 9, elle est sur la gauche, là, avant le green. Apparemment, c'est très bon. C'est excellent, même, de la part de Maestroni. Parce que le coup était très difficile. Hein. Donc, pour les deux hommes de tête, c'est une opportunité de birdie. Sur le 10, d'abord, pour Léo Lespinasse. Voilà, un birdie donc sur ce par 4 qui fait 325 mètres et qu'il avait presque touché au drive. Et Maestroni, lui, sur le trou d'avant, c'est-à-dire le trou numéro 9, il est en train de finir son allée. C'est un putt pour birdie aussi et qui met aussi dedans. Voilà les deux joueurs à égalité à -7 et derrière ça décroche un peu. Hein, et on commence à penser que la bagarre, elle va peut-être se produire entre les deux. Regardez, -7, et puis derrière Stewart Catchon qui a perdu un coup. Il ne se passe pas grand-chose encore une fois pour l'Écossais aujourd'hui. Il a perdu un coup, il est maintenant à 3 coups. On est sur le 10 avec donc la dernière partie et le drive dans les mains de Martin Farfal. On vous l'a dit, 325 mètres, hein, ce par 4 du trou numéro 10. En dogleg gauche. Elle avance et il va prendre le green. Il va même peut-être dépasser un petit peu le green. Excellent coup de drive hein, de la part de Farfal. Gros frappeur lui aussi. Et donc un très long putt pour l'Eagle. Un putt en montée dans un premier temps et en descente dans un second temps. C'était très très bien putté. Et il aura une réelle opportunité de birdie. Voilà, c'est fait, le voilà qui repasse à -2. Ah, c'est une journée vraiment cauchemardesque hein, qui est en train de vivre Jean-François Luquin entre le 2 et le 13, soit 12 trous. Eh bien, il a joué, tenez-vous bien, +9. On repasse à des choses plus gaies avec Farfal au 12. Deuxième coup pour aller chercher le green de ce par 5. Il a un bois 3 dans... Oh, c'est parti très 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 à droite, hein, ça. Il faudrait un très gros draw pour qu'elle revienne et ce ne sera pas le cas. C'est hors limite. Elle doit être dans les jardins des maisons qui longent ce trou numéro 12 du golfe de Saint-François. Et donc, il va rejouer une provisoire qui sera bien évidemment une balle en jeu. Elle part également à droite, mais alors elle est moins à droite. Hein. Elle devrait revenir en draw, celle-là. Mais donc 2 hors limite, il a joué son 4e coup. Ça sent pas très très bon. Voilà son 5e coup maintenant sur ce par 5. Oui, c'est pas bon du tout même. C'est pas bon du tout. Ça pourrait bien sentir le double bogey pour le jeune Farfal. Qui reste court et ce sera donc très vraisemblablement un double bogey. Voilà, donc il rentre dans le rang, Farfal, il rentre dans le par. Ça fait bien longtemps qu'il n'avait pas été dans le par. Hein. Xavier Poncelet, il vient d'en terminer avec une jolie carte de -4 et il va terminer, Xavier, le tournoi à la 5e place.
On s'en réjouit parce que c'est un joueur français qu'on connaît bien, qu'on suit depuis longtemps et qu'on aime plutôt bien. Jolie 5e place pour Xavier Poncelet donc. Et on retrouve Maestroni sur ce par 4 du trou numéro 13. Là on arrive dans des trous qui sont difficiles, hein. Le 13, le 14, ce sont des trous où les fairways sont pas très larges. Et il faut vraiment soigner notamment sa mise en jeu. Je crois qu'il doit être dans le bunker là. Oui, il est dans le bunker. Et ça lui laisse un deuxième coup qui est jouable. Mais bon, il aurait été mieux ailleurs que dans le bunker, quoi. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il a pris énormément de sable. C'est un très mauvais coup de la part de Maestroni. Attention, hein, on vous rappelle la situation. Il est en tête. À égalité avec Léo, il a bon caractère le garçon, il doit être content de sa cadette et néanmoins petite amie. Il est en tête à égalité avec Léo Lespinasse qui se trouve juste devant lui. Et s'il devait faire un bogey, eh bien, il se trouverait un coup derrière Lespinasse. On n'en est pas là, mais c'est vrai que ça commence à sentir le bogey. Avec encore une fois, vous voyez cette difficulté qu'ont les joueurs à arrêter les balles sur les greens. C'est un putt pour sauver son par. Il est sur la frange, hein. Il n'est même pas complètement sur le green. On ne voit pas, mais je peux vous dire qu'elle n'est pas dedans. Et je peux même vous dire qu'elle est courte parce que encore une fois, c'est un putt court. On en a vu tellement depuis le début du tournoi. Et voilà, maintenant, Maestroni n'est plus leader. Il est deuxième. Et deuxième à un coup, derrière un Français, Léo Lespinasse, qui partage sa partie avec Dominique Noyac. Noyac que l'on retrouve sur le trou numéro 15. Deuxième coup depuis le bunker. Son drive était dans le bunker. Vous voyez, c'est pas le genre de choses qui gêne Dominique Noyac. Depuis le bunker, il se met dans une position de birdie. Et le troisième homme de la partie, c'est Jean-François Luquin. Vous voyez, ce score, ça fait peur. Hein. Plus 6 pour Jean-François Luquin. En revanche, là, il a mis un drive parfait, pleine piste. Et il met un coup de fer non moins parfait qui va lui valoir très certainement la toute petite consolation de faire un birdie, mais qui va le faire seulement redescendre à plus 5, alors que pour Noyac, il s'agit de passer à moins 3, et c'est dedans. Regardez la gnaque hein, de Dominique Noyac. Il faut rappeler qu'il a 45 ans, hein, ce garçon. Il est passé pro depuis 25 ans maintenant. Et pour Jean-François Luquin, c'est un birdie qui est donné. Le voilà à plus 5. Et c'est évident que ce n'est pas un score dont Jean-François peut se satisfaire. Maestroni, attention à ce trou. Regardez, à droite, c'est l'aérodrome, la piste. Il ne faut surtout pas mettre son coup de drive trop à droite. Là, en l'occurrence, c'est parti plutôt à gauche. Et à gauche, il y a de l'eau. Et elle se dirige... Non, il a eu de la chance. Elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée juste avant l'eau. Il s'en sort pas mal parce que là, il se mettait dans l'eau. C'était le tournoi qui était perdu hein, pour Maestroni. Il va évidemment maintenant pouvoir aller chercher le green. La balle était bien posée par terre. Voilà. 2 putts et il sera pas mécontent du tout de quitter ce green du 14 avec un par. Parce que ça aurait pu, si la balle avait roulé un tout petit peu plus, ça aurait pu être, comme on vous le disait, la perte du tournoi. En tout cas, il y a un putt pour birdie quand même, en descente, très long, mais qui est très bien putté. Et c'est un birdie magnifique qui lui permet de revenir à égalité avec Léo Lespinasse. Ça, c'est une vraie surprise. C'est un vrai tournant probablement dans le match. On va surveiller ça attentivement. Le jeune Anglais Harry Cazet, il avait gagné en Autriche il y a quelques semaines et il en termine aujourd'hui avec une carte de -1. Et c'est une belle carte et qui lui permettra, qui plus est, de terminer à la 5e place du tournoi. Le voilà, notre leader du deuxième tour, Scott Stewart Cashen, et ça va pas fort aujourd'hui. Hein. Il est déjà plus 3 depuis le début de la journée. Hein. Enfin là, en l'occurrence, c'était un excellent coup. Plein fairway. Position idéale pour aller se mettre près du drapeau sur ce green du trou numéro 15. Et il ne laisse pas passer cette occasion.
Il a du cran le gars parce qu'il a une journée difficile et il a continué d'attaquer, de prendre des risques et voilà, ça paye, regardez. C'est un putt pour birdie pour repasser à -3. Alors certes, il est un peu loin hein, maintenant de la tête puisqu'on l'a vu, la tête est à -7 mais bon, c'est bon pour le moral en tout cas puisque il est +2 pour la journée, -3 au total. Léo Lespinasse sur le trou numéro 16, il a raté le green. Et il va donc choisir de putter. Mais elle a sauté cette balle, elle va être courte. Ah oui, et puis attention à ce genre de putt. Là, on pourrait avoir un autre tournant. Noyac qui partage sa partie. Lui a un putt pour birdie sur ce trou numéro 16, le par 3 du 16. Le plus long par 3 du parcours. Et lui est court aussi, encore une fois. Un putt court. On en a vu tellement depuis le début du tournoi. Il s'agit maintenant pour Dominique de sauver son par. Et ce ne sera pas fait. C'est rare hein, qu'il rate ce genre de putt parce que c'est vraiment un garçon qui a un excellent petit jeu. Et attention à Léo Lespinasse, parce que là, c'est rien moins que la victoire hein, quand même qui est en jeu dans ce tournoi. Il faut absolument qu'il sauve son par sur ce trou numéro 16. Et non, elle reste en dessous. Elle reste en dessous. Alors, est-ce que c'est un manque d'expérience? Est-ce que c'est un petit peu la peur de gagner? Moi, j'en sais rien, mais toujours est-il que la situation s'est inversée. Il y a 2 trous, il avait un coup d'avance sur Maestroni. Il en a maintenant un coup de retard. Dominique Noyac va lui aussi sortir avec un bogey de ce trou numéro 16 à -2 total, mais il fait un tournoi solide. Lespinasse sur le trou suivant, il n'a pas pris en 2 le green de ce par 5 que beaucoup de joueurs prennent en 2, mais lui ça n'a pas été son cas. En revanche, on va voir que dans sa partie, Jean-François Luquin, que voilà, lui il a pris en 2 et il a un putt pour eagle. Jeff Luquin, mais il l'a pas putté. Il l'a pas putté, il était en descente et regardez, il est resté court. Ce sera tout de même un eagle qui sera donné pour Jean-François Luquin. Un birdie qui sera donné, pardonnez-moi, et qui le fait passer donc à +4 au total. Et pour Lespinasse, eh bien, il s'agit rien moins que de rejoindre en tête Maestroni qui se trouve la partie derrière lui. Putt pour birdie. Ah non, elle va rester au-dessus. Il a du mal là sur la fin. Ce sera intéressant d'entendre ses explications parce qu'il a vraiment du mal sur cette fin de parcours. Et un par sur ce trou numéro 17, c'est presque un coup de perdu par rapport au meilleur joueur de la semaine. Le voilà au départ du 17 précisément, Scott Stewart Cashen. Ce joli bébé écossais de 28 ans. Ouais, c'est bon. On est plutôt mieux sur la droite du fairway. On a une meilleure vision de l'ensemble du trou et du green, mais il est tout à fait bien placé. Maestroni, lui aussi, évidemment, avec le driver dans les mains. 460 mètres, vous le voyez, ce par 5 du 17. Et il a été très souvent pris en 2 depuis le début du tournoi, depuis jeudi. Et voilà, il est mieux placé de ce côté-là. Vous voyez, Maestroni, d'abord, il est un petit peu plus long que Stewart Cashen qui va donc jouer avant lui. Mais il est surtout mieux placé sur la droite, mieux placé pour attaquer le green, alors que lui, l'Écossais, a un coup un peu aveugle. Il ne voit pas très bien le green. Il n'est pas content du tout. On va regarder pourquoi. Ouais, enfin, il n'y a quand même pas, il y a pas de drame. Il a raté le green, mais il est en bord de green. Le birdie est encore tout à fait envisageable. Un fer dans les mains de Maestroni, ça veut dire qu'il va... Ah si, il a un fer assez fermé. Il peut aller le chercher, ce green. Ah oui, non seulement il va le chercher, mais il va le dépasser. Avec un fer 3 dans les mains. Excellent coup, hein, une balle qui est restée basse. Et puis vous voyez, on a un petit peu de vent favorable aujourd'hui. C'est ce qui l'a aidé. 3e coup pour Stewart Cashen. Attention, c'est tout en descente. Il a choisi de putter. Ça va vite. Oh, bah, il fallait qu'elle prenne le mât. C'est un eagle magnifique hein, pour Stewart Cashen, mais il fallait vraiment qu'elle prenne le mât. Sinon,
Il aurait dû se battre pour essayer de faire un birdie derrière. Eh bien, le voilà qui revient à -5, hein, mine de rien. -5, c'est-à-dire qu'il est à un coup de l'Espinasse et il est à 2 coups, bon, ce qui paraît beaucoup quand même, à 2 coups de Maestroni qui lui-même est bien placé hein, sur ce 17. Regardez, il a choisi de prendre le putter aussi. Lui aussi a un putt complètement en descente. Alors, il se laisse encore un petit peu de travail pour le birdie, Maestroni. Là, à -7, il est quand même assez serein. Et surtout qu'il est maintenant -8. Et là, c'est véritablement fini parce que il faudrait que l'Espinasse fasse un eagle au 18, ce qui est rigoureusement impossible. Jean-François Luquin, deuxième coup sur le 18, après un drive. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique et on est content pour Jean-François Luquin. Ça va peut-être le consoler un petit peu de cette journée cauchemardesque qu'il a vécue. Terminé avec un birdie. Deuxième coup pour Léo Lespinasse. C'est bien simple, s'il veut aller en play-off, il faut qu'il le rentre. Hein. Pas compliqué. Et voilà. On peut presque dire maintenant que le tournoi est terminé. Regardez, c'est curieux. Il choisit le putter de l'extérieur du green, Léo Lespinasse. Il a quand même pas mal d'herbe non tondue ou du moins de non green à passer et vous voyez il reste court. Alors en même temps il sauve bien pour sauver son par, mais en même temps bon il était certainement conscient que le tournoi était joué. Il avait entendu dire hein, que l'Italien Maestroni avait fait birdie au 17. On va laisser Jean-François Luquin terminer par un birdie. Et on va écouter maintenant Léo Lespinasse, certain maintenant qu'il terminera deuxième de ce tournoi et non pas premier. La différence, c'est des petits détails tout au long des 3 tours ou 4 tours en fonction du tournoi. C'est voilà, un petit putt qui passe au bord, un petit putt qui rentre, un petit coup de chance, un petit coup de malchance. Et des petits détails comme ça qui font qu'à la fin, on peut avoir la chance du vainqueur ou pas. Alors que Stewart Cassion est au départ du 18, et on rappelle que c'est la 3e fois que Léo Lespinasse finit deuxième cette saison. Il avait déjà fini deuxième en Espagne et en Tunisie. Et il a également eu 2 troisièmes places depuis le début de cette saison d'Alps Tour. C'est un des hommes forts de l'Alps Tour et là, en l'occurrence, c'est un excellent drive de la part de ce jovial écossais qui s'appelle Scott Stewart Cassion et qui a quand même un petit peu raté sa journée. Il a laissé passer le train, lui qui n'a jamais gagné sur l'Alps Tour, qui n'a jamais gagné nulle part. Eh bien, ça n'est pas aujourd'hui qu'il le fera. Maestroni, il assure, il a pris un petit club hybride au départ de ce dernier trou. Il a 2 coups d'avance. Et il a collé son petit club hybride dans le rough, mais il n'y a pas de péril. Alors vous voyez, c'est un trou en dogleg gauche, quasiment à 90 degrés. Et attention, il y a de l'eau à droite du green. On peut penser qu'il va s'appuyer à gauche, hein, pas prendre de risque, l'Italien. Ah, attention, elle est quand même à droite. Hein. Bon, voilà, là on pourrait croire qu'elle est dans l'eau, mais elle n'y est pas, hein, parce qu'il y a pas mal de terrain quand même pour que la balle s'arrête. Deuxième coup pour Stewart Cassion, mais il ne s'est pas appuyé beaucoup à gauche quand même, hein, Maestroni. Ça c'est beaucoup mieux apparemment de la part de l'Écossais. C'est sur le green avec un long putt quand même en descente, hein, un putt de 4 mètres en descente. Mais lui n'a plus grand chose d'autre. Si, il a quand même la 2e place ex aequo à aller chercher. J'allais vous dire une bêtise, hein, Stewart Cassion. Il peut rejoindre Léo Lespinasse à la 2e place. Et finir 2e ex aequo, eh bien c'est beaucoup mieux que de finir 3e. Attention à cette approche de Maestroni. Voilà, qui est fait. Il aura un putt pour le par. Et on peut dire que Andrea Maestroni va s'imposer ici à Saint-François, à la Guadeloupe,
Putt pour birdie pour l'Écossais Stewart Cassion, et c'est dedans. Elle est venue mourir dedans. Alors, regardez, ça va suffire à lui faire oublier peut-être cette mauvaise dernière journée qu'il a vécue. Regardez, il est content le garçon. Et voilà, il va terminer deuxième ex-aequo avec Leo Lespinasse. Le putt de la victoire maintenant pour Andrea Maestroni. Il n'avait plus gagné depuis 11 ans. Cet Italien de 38 ans qui a joué sur le Tour européen et qui n'avait plus gagné sur l'Alps Tour et nulle part ailleurs d'ailleurs depuis 2004. Bravo Andrea Maestroni. Après avoir rudoyé tout à l'heure au 14 sa petite amie cadette, eh bien la consolation. Voilà, on jette un coup d'œil au classement avant d'entendre Maestroni, donc victorieux avec 2 coups d'avance sur Lespinasse et Stewart Cassion. Et on va tout de suite retrouver le vainqueur de ce tournoi, Andrea Maestroni. Je me regarde en tout et je vois beaucoup de joueurs très jeunes, 20, 21, 22, 23, tu sais. C'est pas facile si tu regardes la jeunesse qu'ils ont, mais moi, je veux continuer à jouer jusqu'à j'ai quelque chose dedans qui me dit ok, tu vas continuer, tu vas jouer. C'est ça. Un coup d'œil pour terminer sur le ranking, donc après cet Open Saint-François région Guadeloupe, eh bien c'est toujours l'anglais Josh Louret qui est en tête, mais alors il y a 3 Français maintenant dans les 5 premiers. Léo Lespinasse 2e, Mathieu Pavon 3e, Damien Perrier 4e. Et surtout, regardez, c'est très groupé. Tout peut arriver cette année sur l'Alps Tour. Voilà, on va se quitter maintenant et on se retrouvera bien sûr en d'autres occasions sur Golf Plus pour vous reparler de cette saison d'Alps Tour qui est une des saisons les plus serrées parmi toutes celles que l'on a vécues ces dernières années. Merci d'avoir été avec nous, merci de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt pour l'Alps Tour sur Golf Plus. Salut à tous.